Merci de m'avoir convié à cette plénière. Je ne sais pas si c'est très adapté. Et je ne vais pas parler d'inertie thérapeutique. Plutôt que ça, parce que là, on a quand même compris, après ces trois brillantes interventions, que les choses ne sont pas simples. Et je vous propose de les rendre totalement confuses. L'objectif étant qu'en sortant d'ici, vous ne sachiez vraiment plus du tout quoi faire pour mesurer la pression artérielle dans des conditions qui vous permettent de vous assurer que le patient a un bénéfice quelconque à notre intervention. Les recommandations, c'est donc ces ouvrages souvent un petit peu longs et arides, mais où la plupart des phrases commencent par « il faut ». Vous disent toutes un truc que vous savez tous, vous avez tous lu ça, vous avez appris ça en cours, je suis sûr. Il faut prendre la pression artérielle aux deux bras. On est d'accord, hein? C'est dans le ROCO de NICE, de l'ESC, de l'ESH, de la SFHTA et bien sûr de la HAS. Qui prend la tension artérielle aux deux bras? Oui, on est d'accord. Hein. Ah, il y en a une. Ah, c'est intéressant, il faudra qu'on discute. Il y en a une, donc, qui prend la tension artérielle aux deux bras. Et alors, ensuite? Ah oui. Voilà, ensuite... Alors, les recommandations sont là pour nous dire qu'on fait la première mesure aux deux bras, hein, pas à chaque fois quand même, hein, une mesure sérieuse, donc, comme on nous l'a expliqué tout à l'heure. Et puis ensuite, on considère que c'est le bras sur lequel la mesure est la plus haute qui compte. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est celui-là. Alors, il y a sûrement un argument de dire que si la tension est plus basse d'un côté, c'est parce qu'elle est amortie par l'athérosclérose et que donc la tension, là où elle est la plus haute, est probablement plus représentative de la vraie tension artérielle, qui est la tension artérielle centrale, celle de l'aorte. Donc, admettons qu'il y a un argument. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que dans aucune des recommandations, il y a une référence à l'appui de cette recommandation. Et les quelques-unes qui veulent bien nous communiquer le grade de recommandation, c'est toujours du grade D, c'est-à-dire de l'avis d'expert. Et puis pendant qu'on y est dans l'avis d'expert, on va dire, si c'est plus de 20 mm de mercure de différence entre les deux bras, alors il y a une suspicion de maladie artérielle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Sachant quand même qu'en 2018, NICE et l'ESC ont décidé de diminuer ce seuil de 20 mm pour le ramener à 15 mm. Probablement l'habitude de diminuer les seuils, vous savez, pour le cholestérol LDL. Ils se sont dit, tiens, on va diminuer celui-là aussi. Aucune référence à l'appui de cette diminution. Alors, la question se pose donc, est-ce que ça compte, cette différence de tension entre les deux bras? Est-ce qu'il y a un risque lié au fait d'avoir une différence de tension entre les deux bras? Eh bien, oui. Alors, je vous montre rapidement seulement la dernière et la plus complète des méta-analyses qu'ont fait Clark et ses collaborateurs. Clark, il est médecin généraliste. Hein, il dirige une équipe de soins primaires à Exeter, il me semble. Je ne suis pas sûr. Et il travaille essentiellement sur la mesure de la tension, donc comme les braves gens qui sont ici ce soir. Et il a montré qu'effectivement, si vous regardez la première ligne de ce tableau, d'avoir une hypertension artérielle, alors IAD, c'est Interarm Difference, donc la différence entre les bras. À chaque fois que cette différence augmente de 5 mg, le risque de mortalité toute cause, pas un risque mineur, hein, le risque de mortalité toute cause augmente de 5%, à peu près dans des proportions comparables à une augmentation de 10 mm de mercure de la pression systolique. Donc, de fait, en termes de risque, ça compte. Alors, moins que d'être un homme, par exemple, ou de fumer, hein, on est d'accord, mais enfin, ça compte quand même. Donc, ça existe, ce surrisque lié à la différence de pression artérielle systolique, là, puisqu'ils ne se préoccupaient que de la systolique. Est-ce que c'est fréquent? Parce que pour que quelque chose nous intéresse, nous généralistes, il faut que ce soit fréquent. Hein. Le phéochromocytome, c'est grave, mais comme on n'en voit jamais, on s'en fout. Alors là, on a une étude qu'on fait, là aussi c'est la plus récente, hein, là de 2022, Vander, GS, c'est Goupret Sinamat, donc c'est un Indien. Ça a été fait en Inde, avec des patients indiens, tout venant en soins primaires. 134 678 patients quand même.
à qui on a contrôlé la pression artérielle dans les conditions les meilleures possibles, c'est-à-dire après un repos de 10 minutes au calme, dans le silence, sans parler, sans boire, sans fumer, la vessie vide, etc. Et avec un appareil qui prenait la tension aux deux bras simultanément. D'accord ? Et on trouve les prévalences suivantes pour des différences. Donc, alors, maintenant, c'est 15 mm qui comptent. Donc, 2,2%. C'est pas très fréquent, mais enfin, ça fait quand même un petit peu de monde. 8% pour des différences de pression de 10 mm, enfin, plus de 10 mm. Donc, quand même un certain nombre de gens. Puis alors, il y a un autre aspect intéressant, et à mon avis, plus intéressant. C'est qu'il y a 12% de ces gens, c'est même pas des patients, 12% de ces gens qui sont hypertendus d'un seul côté. Et vous, la tension, vous la mesurez, enfin, à part toi, mais les autres, vous la mesurez que d'un seul côté. Alors, ils sont peut-être hypertendus, mais vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes du côté du bras le plus bas. Ou alors, ils sont hypertendus et vous l'avez vu parce que, coup de bol, vous êtes tombé du bon côté, puisque c'est le bras le plus élevé qui compte. Mais après ça, quand vous allez leur faire leur automesure pour vérifier ce que vous avez trouvé au cabinet, qui parmi vous demande à quel bras ils ont pris leur mesure, les patients ? Donc si votre cabinet, il est avec le tensiomètre à droite du patient, bah, vous prenez au bras droit, puis lui, il prend au bras gauche, et puis bah, l'hypertension, elle n'est pas confirmée, parce que c'était le bras le plus faible à gauche, alors que vous aviez pris au bras le plus fort, d'accord ? Et puis s'ils vont chez votre associé, qui a un cabinet qui est exactement symétrique du vôtre, c'est-à-dire que lui, il a le tensiomètre de l'autre côté, donc ils vont être hypertendus chez votre associé, mais pas chez vous, ou le contraire, je ne sais plus ce que j'ai dit, à des deux. C'est compliqué, hein, mais ça fait quand même un certain nombre de gens, tout ça. On a une autre étude de prévalence qui est toujours notre ami Clark, qui date un peu plus, mais qui est une méta-analyse. Donc il y a aussi là-dedans beaucoup de monde, et on trouve des chiffres plus élevés, et on trouve des chiffres d'autant plus élevés qu'il existe des facteurs de risque. C'est-à-dire que plus les patients sont à risque cardiovasculaire, c'est pas très étonnant, hein, globalement, et notamment plus ils sont hypertendus, et plus il y a un risque qui est cette différence qui induit elle-même un surrisque indépendant. Les prévalences sont plus faibles chez les orientaux, donc les Indiens, comme on a vu tout à l'heure, que chez les occidentaux, et elles sont surestimées par les mesures séquentielles. Alors ça, c'est pas de bol. Parce que ça veut dire que si vous faites l'effort, et je pense que c'est ce que tu fais, tu as un tensiomètre normal et tu prends d'abord à gauche et ensuite à droite. Et bien là, tu multiplies par 3 le risque de trouver une différence entre les bras qui n'existait pas, juste par la simple variabilité de la mesure de la tension. Parce que tu ne les prends pas en même temps. Donc, il faudrait les prendre en même temps, soit avec 2 tensiomètres, soit avec un tensiomètre à 2 bras. C'est plus compliqué. Et puis, c'est d'autant plus élevé que la tension est plus élevée, donc plus les gens sont hypertendus, diabétiques, bref, à risque, et plus ils sont en plus à risque. Alors, finalement, donc les recommandations disent il faut, donc il faut, ça d'accord. Mais en fait, il faut pas. Ça fait quand même pas mal de monde, hein, 8% de la population à peu près, qui a une différence de plus de 10 mm entre les deux bras, 11% si on considère que la population des hypertendus connue, et puis surtout 12% de nos patients sont émis hypertendus, si je puis dire, c'est un néologisme, hein, on est d'accord. Donc ils sont hypertendus que d'un seul bras. Ce qui fait que pour un généraliste moyen, qui a à peu près 400 hypertendus dans sa clientèle, parce que c'est quand même notre premier motif de consultation, le traitement de l'hypertension artérielle, bah ça fait 20 patients qui ont été mal classés, mal diagnostiqués au départ. Quand même. Alors, je vous ai dit que quand on faisait de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'on prend d'abord d'un côté, puis de l'autre, on multiplie par 3 le risque de trouver une différence interbras qui n'existe pas dans la réalité. En revanche, si on n'en trouve pas, la valeur prédictive négative de cette mesure séquentielle est très bonne. Donc ça suffit. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez à faire une mesure simultanée des deux bras que chez ceux chez qui vous trouvez une différence à la mesure séquentielle que vous avez faite auparavant. Ça va ? Tu me dis, hein ? Bref, il reste quelques questions, parce qu'il y a un truc qu'on ne nous dit pas, c'est il faut la répéter tous les combien, cette mesure-là. C'est comme les frottis, c'est comme le colorectal, c'est comme... on ne sait pas. Comment est-ce que l'association entre l'hypertension artérielle, enfin la pression artérielle, on va dire systolique, hein, pour pas trop se...
Et le risque cardiovasculaire global varie. Ça, on le sait bien, comment elle varie quand on est hypertendu des deux bras, ou en tout cas qu'on n'a pas cherché à savoir. Mais comment est-ce qu'elle varie en fonction du bras considéré? En d'autres termes, est-ce qu'on a raison de considérer le bras le plus élevé? Ou est-ce qu'il faudrait considérer l'autre? Ou est-ce qu'il faudrait prendre une moyenne entre les deux? Ça, on n'a pas la réponse. Et ensuite, si on considère que cette différence entre les bras est un signe de maladie artérielle, ce qui n'est pas une ineptie, c'est comme ça qu'après tout, on dépiste l'artériopathie des membres inférieurs asymptomatique. On fait un index de pression systolique entre le bras et la cheville, et puis on considère que si cet index est élevé, c'est le signe qu'il y a un amortissement dû à l'artériopathie. Donc là, ça serait un petit peu la même chose finalement. L'idée serait que ça serait la même chose et que donc on a affaire à des patients artériopathes et que donc on rentre peut-être dans une prévention de type secondaire au sens cardiovasculaire du terme. Et si oui, à partir de quel seuil? On n'en sait rien. Alors, bah oui, c'est la revue francophone de médecine générale. On parle français entre nous. Donc, pour conclure, la différence... Ah oui, IAD, c'est pas du français, on est d'accord. Interarm Difference est un marqueur de risque cardiovasculaire indépendant et sa présence doit faire réévaluer donc le risque cardiovasculaire global, l'augmenter d'à peu près 10%. La question de la recherche systématique n'est pas réglée, c'est-à-dire est-ce qu'on améliore l'état de santé de la population quand on recherche systématiquement une différence entre les bras? On ne sait pas. Si on le fait, en tout cas, on peut se contenter au départ d'une mesure séquentielle, mais ensuite, il faut une confirmation par une mesure simultanée, sinon on multiplie par 3 le risque de coupable. Et puis, quelle est finalement la vraie pression artérielle de ces patients? C'est une question qui n'est pas résolue. J'ai un dernier take-home message qui est pour un seul d'entre vous, qui est mon associé, qui est là, qui ne savait pas encore qu'on allait à nouveau investir dans du matériel. Alors... Oui, parce que la dernière chose, c'est que j'avais oublié, dernier take-home message, peut-être que ça vaut le coup, si vous faites, en tout cas si tu fais la mesure, après il faut dire aux gens à qui tu fais faire une automesure de prendre le bras où la mesure est la plus élevée, sinon il n'y a aucune logique, et peut-être que ça vaut le coup de se préoccuper de la façon dont les gens font leur automesure et du bras qu'ils considèrent, et après la question se posera éventuellement de faire des MAPA des deux bras, parce qu'ils dorment peut-être trop bien avec un seul bras. Là, avec les deux, ça devrait... je ne sais pas si vous avez déjà fait une MAPA, mais franchement... Bon. Voilà, donc c'est ça le message pour Alain. Donc ça existe. Alors, ils ont fait un truc complètement fou, parce qu'en même temps, vous pouvez l'utiliser pour faire le bras cheville. Il y a dedans des électrodes, donc ça fait... Comme il y a deux brassards, ça fait un ECG. Un ECG, une seule dérivation, mais ça suffit pour faire du dépistage de la fibrillation atriale. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Je crois qu'il y a un modèle qui fait le café. Celui-là coûte un peu plus cher, mais celui qui a été utilisé dans les études, qui est la FIB, il coûte pas très cher, il coûte 600 €. Mais pour 1 200 €, on peut en avoir deux. Voilà, merci de votre attention. Moi, j'en ai une. Mais, du coup, si on se dit que peut-être ces patients qui ont une différence de pression artérielle entre les deux bras, finalement, ils sont peut-être à risque cardiovasculaire, peut-être qu'il faut les traiter. Est-ce que si on les traite, cette différence entre les deux bras reste? Et est-ce qu'il faut en tenir compte? Alors, oui. Oui. Il y a la répartition des hypertendus traités équilibrés, non traités, non hypertendus dans les gens qui ont une différence entre les deux bras est la même que dans la population générale. Donc on peut a priori inférer que c'est vraisemblablement la différence qui persiste. Mais c'est quand même... Je veux bien aller un petit peu plus loin dans la confusion, mais un appareil validé pour la mesure, un oscillomètre validé pour la mesure de la pression artérielle, il vous donne une pression artérielle avec une précision de plus ou moins 3 mm.
Donc si vous en utilisez 2 différents, et que vous prenez aux 2 bras et qu'il y en a un qui vous met plus 3 mm et l'autre moins 3 mm, et que d'un côté c'est 137 et de l'autre côté c'est 143, on ne sait plus du tout ce qu'on fait, quoi. Moi, j'ai une autre question, Jean-Pierre, s'il n'y a pas d'autres questions. Si. Vas-y. Bonjour, je suis remplaçant en Île-de-France. Je voulais revenir sur l'idée que la mesure séquentielle de la pression artérielle augmente, enfin, la tension augmente au fur et à mesure des mesures, sauf que dans l'auto-mesure tensionnelle, on fait souvent, enfin comme moi, je propose une mesure en 3 temps et je ne vois pas spécialement d'augmentation sur les 3 mesures. Non, il n'y a pas. C'est pas forcément une augmentation, hein, il y a une différence. Si tu fais 2 mesures successives de la pression artérielle. Le risque qu'il y ait une différence qui est liée au temps entre les 2 mesures et pas au bras, enfin, le risque de différence est multiplié par 3. Parce que même quand tu fais tes automesures, tu regardes tes résultats d'automesure, tu vois bien qu'entre 2 mesures qui sont faites à 1 minute d'intervalle, il y a 4-5 mm de différence, parfois plus, hein, parfois beaucoup même. Hein. Pas forcément que ça augmente, hein, ça peut diminuer. D'ailleurs, c'est un truc, je ne sais pas si Katia, je vais me faire peut-être insulter par Katia, mais bon, quand ils font 3 mesures à 1 minute d'intervalle, si systématiquement ça augmente, le risque d'hypertension artérielle masquée est particulièrement important et il faut certainement faire une MAPA parce que le risque que cette hypertension masquée soit notamment nocturne est d'autant plus important. En principe, ça descend plutôt. Mais voilà, c'est mesuré comme ça, hein, on multiplie par 3 le risque, donc on a une valeur prédictive positive qui est très mauvaise. Par contre, la valeur prédictive négative est excellente et suffisante pour exclure la différence. Mais ce qui est quand même marrant, c'est qu'on est dans des détails de millimètres, alors qu'on parle de la première cause de mort dans le monde, loin devant toutes les autres maladies, Kalachnikov comprises, et on a la moitié des patients qui ne sont pas traités, quoi. Hein, donc on est quand même là, on parle de la mesure, mais on est sur les détails. Philippe, ta question ? Oui, moi je voulais juste complexifier un petit peu plus les propos de Jean-Pierre et lui poser une question pour laquelle il n'aura probablement pas de réponse. C'est par rapport, donc on fait état de 10 mm de variation de pression artérielle, donc qui représente un risque cardiovasculaire. Mais tout à l'heure a été posée la question, c'est quoi le bon score pour calculer le risque cardiovasculaire ? Alors en général, on se base sur la pression artérielle, effectivement, le diabète, le LDL, le tabac. Mais quand on regarde nos patients, nous qui sommes les médecins de la complexité, il faut rajouter l'accidentarité, il faut rajouter l'obésité, il faut rajouter les traitements, les psychotiques qui ont des neuroleptiques ont un risque cardiovasculaire bien supérieur, les patients qui ont des maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante, maladies pro-athérogènes, ont un risque équivalent aux diabétiques. J'en oublie très certainement. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Pinoz, comment calculer ça ? Eh ben, la question reste en suspens et j'imagine que celui d'entre vous dans la salle qui fera le bon score, qui nous permettra de faire le bon score de risque cardiovasculaire, je crois que celui-là, il sera trop probablement... En fait, ils sont tous là. L'accord DÉSIR, il y a quelques années maintenant, nous a montré ça de façon très claire. C'est-à-dire que les risques des patients étaient calculés avec 3 scores différents. J'ai perdu mais peu importe. Ils étaient calculés avec 3 scores différents, d'une part, et d'autre part, estimés par leur médecin généraliste. Et les résultats sont absolument limpides. C'est-à-dire que pour des scores qui vont de 5% à 95%, la distribution, la courbe de Gauss, des scores estimés au doigt mouillé par les généralistes sur des gens qui connaissent, la courbe de Gauss est la même. Simplement, elle est plus restreinte. C'est-à-dire qu'on a tendance à surévaluer le petit risque et à donner des statines à des femmes de 30 ans qui vont très bien, et à sous-évaluer le très haut risque. Et donc, on comprime un petit peu comme les profs de maths qui mettent des notes de 5 à 15, quoi, au lieu de mettre de 0 à 20. Donc, si on sait ça, et qu'on sait qu'il faut, devant des patients à haut risque, se dire qu'il est peut-être même à très haut risque, et que devant des patients à bas risque, ils sont vraisemblablement même à très bas risque, qu'il faut qu'on écarte un petit peu notre courbe de Gauss. Être médecin généraliste, c'est un excellent outil de score du risque cardiovasculaire global. Merci Jean-Pierre.
Alors, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont l'impression de subir des pressions ou de la tension? Ils peuvent lever la main? Une certaine tension, une certaine pression? De la pression naît parfois de belles choses. Pressure, pushing down on me, pushing down on you, no man asked for. Under pressure that burns a building down, splits a family in two, puts people on streets. That's okay. That's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, "Let me out." On appelle les membres de la revue Exercer à monter sur scène. Jean-Sébastien Cadvaladère, rédacteur en chef adjoint, que voilà. Christophe Bercout, responsable de la rubrique phare. Aurélie Janchevski, responsable de la rubrique éducation. Marilyn Perronnet au stand, elle vous attend pour vous abonner. Corinne Perdré est obligée de partir. Yannick Ruel est en réunion. Est-ce qu'il y a les rédacteurs du test de lecture? Damien Gonté, Yann Baran, André Rabiazza. Si vous voulez, vous pouvez venir. Je pense que j'ai oublié personne, Hélène. Aurélie arrive. Merci Aurélie. Et ben voilà, on n'a plus qu'à vous remercier pour cette séance et vous souhaiter une bonne poursuite du congrès, une bonne soirée. À bientôt.